Bien, bonjour à vous tous, mesdames et messieurs. Grand merci une fois de plus d'être avec nous dans cette journée qui va fermer ces Crobates littéraires Albert Camus, qui est, comme je le dis une fois de plus, une édition très spéciale pour nous tous, n'est-ce pas, pour les organisateurs de ce projet, mais aussi pour vous, public, auquel nous remercions une fois de plus de partager avec nous ces 2 journées si intenses de débat. Cette journée-ci que nous avons souhaité intituler « Vers une civilisation du dialogue » recherche alimenter cette réflexion de Camus autour de cette idée essentielle que pour qu'il y ait une vie, il faut du dialogue et il faut de la compréhension. Et c'est la raison pour laquelle nous démarrons dans cette journée avec ce dialogue que vont établir avec nous Christian Féline et Martine Mathieu-Job autour de cette rencontre de l'autre, une rencontre de l'autre qui est au cœur même de la réflexion d'Albert Camus. Je vous laisse donc avec eux. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer en faisant un peu plus et un peu mieux que de sacrifier au devoir de remerciement qui s'impose pour tout intervenant dans un colloque au début de son propos. C'est en effet du plus profond de ce que je suis ou de ce que j'essaye de faire que je veux dire ma gratitude à vous toutes et tous qui me permettez aujourd'hui d'entrer dans ce dialogue que vous poursuivez depuis maintenant plusieurs années. Et plus précisément, cette gratitude, je veux l'adresser à celle et à celui qui m'ont fait la confiance de me confier un peu de cette parole aujourd'hui. Je veux dire Agnès, Michel, Sandra. Alors, dans le propos qui est... Avant que nous commencions, je voudrais ne pas allonger démesurément ces préliminaires, mais m'associer à ces remerciements et vous dire tout le plaisir et le bonheur que j'éprouve à être parmi vous pour ces rencontres qui me paraissent être très prometteuses, même si elles ont déjà leur histoire. Voilà, je laisse la parole à Christian maintenant, oui. Et nous entrons dans notre propos, je crois. Dans notre propos de ce matin, je me suis senti soutenu, stimulé, peut-être de façon involontaire, par le choix de dernière heure qui semble avoir conduit les programmateurs à changer un petit peu le titre de notre intervention ou de notre débat, oui. De notre dialogue. Notre dialogue, disons. Voilà. Au départ, il y a peu de temps, quand nous avons travaillé, c'était le difficile dialogue. Donc un constat de l'état de notre monde et de chacune de nos sociétés, sans doute, qui a pu sembler d'autant plus pessimiste que par cette antéposition de l'adjectif, non pas le dialogue difficile, mais le difficile dialogue, il soulignait encore moins la nécessité du dialogue que sa difficulté. Et ce titre est devenu, dans le dossier qui nous a été distribué, mais pourquoi pas, à la rencontre de l'autre. C'est le même sujet, mais là, il est exprimé autrement, sous la forme d'un devoir, d'une invitation à soi-même, d'un engagement, d'un pari. Autant de choses plus faciles à dire qu'à faire, mais je pense qu'en réalité, tout notre propos se situe d'un titre à l'autre, et que c'est en reparcourant l'espace qui sépare ces 2 énoncés que nous allons en mesurer la vraie portée. On nous a rappelé hier que si l'on voulait tenter de se ressaisir de notre destin individuel et collectif pour en offrir une autre écriture, il fallait toujours commencer par
retourner au temps et au lieu de la blessure. Et au fond, en parlant tout de même du difficile dialogue, c'est ce que nous allons essayer de faire. Alors, je vous rassure, le dialogue n'a pas été difficile entre nous. Pas tout à fait. Hein, au contraire, et il nous a semblé que, vous allez en juger, que la meilleure façon d'entrer dans un tel sujet, c'était d'en faire justement un dialogue, non pas de vous infliger deux communications en bonne et due forme, qui auraient certainement été très brillantes de la part de Martine, mais la façon dont nous avons procédé, c'est que chacun d'entre nous s'est proposé et a proposé à l'autre un texte de Camus, qui lui semblait une entrée en cette matière, et qu'au fond, nous avons croisé nos lectures, enfin l'échange à la fois entre ces deux textes et dans la lecture que nous avons pu en faire. Alors, ceci dit, nous espérons que ce dialogue que nous allons, cet échange que nous allons avoir devant vous se prolongera par le dialogue avec vous-même. Oui, d'autant que l'idée était à la fois de revenir au texte de Camus et d'essayer de montrer leur portée et leur possibilité de nous aider à affronter les difficultés de rencontre dans le monde d'aujourd'hui. Donc c'est aussi cet objectif que nous avions en tête. Difficile, le dialogue, ça il l'est sérieusement dans ce monde-là qui est le nôtre. Regain des fondamentalismes de toute nature et du terrorisme, tentation populiste, repli nationaliste et identitaire, toutes ces fractures du monde et de chacune de nos sociétés menacent à la fois les valeurs universalistes qui nous font ce que nous sommes, ce que nous voulons être, et le droit de chacun à la différence. En cela est bien évidemment profondément atteinte la possibilité même du dialogue qui présuppose un échange fondé sur le partage au moins d'un minimum de valeurs et de règles communes à la prise de parole. Franck Planel nous l'a bien rappelé hier à la lecture de textes de Camus, le dialogue présuppose ou doit instaurer d'abord un lieu partagé où l'échange des paroles ne se donne pas nécessairement pour objet la défaite du point de vue de l'autre, mais au moins une dissonance reconnue où chacun sait entendre les raisons de l'autre. Franck est allé un peu plus loin en citant notamment la fin de la polémique avec Dacier de la Vigerie et en disant, à partir de cette dissonance, peut-être on laisse ouvert à l'autre la possibilité de vous rejoindre. Il a parlé à ce sujet d'un assentiment plutôt que d'une conviction qui, dans le mot même, évoque la défaite de l'autre. Je dois dire que je pousserai un peu plus loin la réflexion en me disant que l'assentiment est souvent pas possible et qui n'est pas nécessairement souhaitable en toutes circonstances. Qu'est-ce que serait une société du total assentiment, si ce n'est une société de l'ennui, du conformisme, voire la dictature de l'homogénéité absolue ou imposée. Mais cela menace pas simplement la possibilité du dialogue. Hier, nous avons parlé du passage du monologue au dialogue, et dans une autre intervention de ce passage très camusien, ou de cette aspiration très camusienne de l'homme solitaire à une société solidaire. Nous avons jugé utile d'introduire une autre notion, un autre idéal, un autre devoir, qui s'appelle
l'hospitalité, non moins exigeante que le dialogue, mais qui n'implique pas les mêmes circonstances. Je ne parle pas de la très généreuse hospitalité qui ici même nous attend, nous accueille et qui n'est qu'une autre forme qu'un prolongement humain généreux de notre dialogue, mais de l'hospitalité en ce qu'elle implique l'accueil de l'autre lorsqu'il est dans le désarroi, dans le dénuement, dans la position d'inégalité, de dépendance auquel cela le contraint. Et où il faut savoir l'accueillir, c'est le devoir qu'on se donne, sans lui demander en plus de renoncer à ce qu'il est. Alors, ce drame du dialogue devenu impossible et de l'hospitalité rompue, Camus l'a vraiment vécu à la fois en personne, comme une tragédie à la fois individuelle et historique, et l'a symbolisé dans toute son œuvre à l'épreuve des déchirements d'une société coloniale qui longuement, mais inéluctablement, il le savait bien, allait vers sa fin. Ne croyons pas qu'un demi-siècle ou même plus après, notre société se soit libérée d'un tel passé, précisément pour ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que nous ne sommes pas vraiment retournés tous ensemble sur les lieux et sur le temps de la blessure. Et donc elle continue à provoquer dans nos sociétés et dans toutes les sociétés qui ont vécu ce drame de nouvelles blessures, des ressentiments et des incompréhensions. Donc ce n'est pas du tout nous éloigner des questionnements de notre temps que de vous proposer comme point de départ une lecture alternée de passages issus des derniers écrits de fiction de Camus. Le premier homme, dont Anne nous a longuement parlé hier, et ce recueil de nouvelles qui date de quelques années auparavant, en 1957, et qui s'intitule, dans un titre dont nous verrons toute la portée en l'espèce, L'exil et le royaume. Très bien. Alors moi, je vais partir d'un passage du premier homme, dont Anne Proulx nous a dit qu'il était un texte inachevé, qui a été publié 34 ans après la mort de Camus. Donc il y a une partie qui est rédigée, qui n'aurait probablement pas été publiée telle quelle par l'écrivain, et puis ensuite il y a des notes. Je vais prendre un passage de la première partie des pages rédigées, ou plus exactement de ce que l'écrivain avait désigné comme la deuxième partie, et dans cette deuxième partie, il y a un chapitre qui porte un titre qui est tout un programme que je vais essayer en partie de démêler avec vous. Ce titre, c'est « Obscur à soi-même ». Alors, je vais à la fois prendre un passage, mais je vais être obligée de couper régulièrement parce que la caractéristique, Anne en rappelait justement le fonctionnement, la caractéristique de ce texte du premier homme, c'est à la fois, comme dans toute écriture littéraire, de tendre à sublimer le réel, mais justement en s'appuyant, en se fondant sur une part autobiographique très nette. Alors j'insiste dans un premier temps sur ce fondement autobiographique, et on sent que justement l'écrivain a écrit cela d'une seule traite, en se laissant porter par ses émotions et ses souvenirs les plus intimes, et il y a quelquefois des phrases qui courent sur 3 pages, donc je ne vais pas vous infliger la lecture qui serait intéressante du point de vue musical, rythmique, des assonances ou des disruptions, pour reprendre la proposition de Christian Planey, qui s'entendent quand on se met à lire à voix haute ce texte. Mais je vais couper pour essayer d'entrer dans le sens qui justifie ce titre, « Obscur à soi-même ».
Alors, bien sûr, l'écrivain a auparavant, avant d'aborder ce chapitre, rappelé les bonheurs de son enfance algérienne, qui sont caractérisés par une famille pauvre mais aimante, et puis surtout par la nature généreuse, prodigue de cette terre méditerranéenne. Mais il aborde là, maintenant, quoique toujours à hauteur d'enfant, puisqu'il nous fait part de ses souvenirs d'enfance, il aborde maintenant la question du frottement à l'autre. Et voici comment il aborde cette question d'une société coloniale pluriethnique, à partir du point de vue d'un enfant du milieu des petits blancs, comme on a dit après, c'est-à-dire des colons blancs, mais qui n'étaient pas justement de grands propriétaires terriens, qui étaient souvent des gens aussi pauvres que la population indigène. Je lis. Et ce mouvement aveugle en lui, oui, ce mouvement obscur, à travers toutes ces années, s'accordait à cet immense pays autour de lui, dont tout enfant, il avait senti la pesée, avec le danger permanent dont personne ne parlait, parce qu'il paraissait naturel, mais que Jacques percevait comme s'il était le premier habitant ou le premier conquérant, débarquant là où la loi de la force régnait encore et où la justice était faite pour châtier impitoyablement ce que les mœurs n'avaient pas pu prévenir, avec autour de lui ce peuple attirant et inquiétant, proche et séparé, qu'on côtoyait au long des journées, et parfois l'amitié naissait, ou la camaraderie. Mais le soir venu, ils se retiraient pourtant dans leurs maisons inconnues, où l'on ne pénétrait jamais, barricadés aussi, avec leurs femmes, qu'on ne voyait jamais, ou si on les voyait dans la rue, on ne savait qui elles étaient, avec leurs voiles à mi-visage et leurs beaux yeux sensuels et doux au-dessus du linge blanc. Et ils étaient si nombreux dans les quartiers où ils étaient concentrés, si nombreux que par leur seul nombre, bien que résignés et fatigués, ils faisaient planer une menace invisible qu'on reniflait dans l'air des rues certains soirs. Voilà comment est rapportée cette expérience singulière de cet enfant qui est le double de l'écrivain Jacques Cormery, vivant dans un quartier populaire d'Alger. Cela permet donc d'appréhender comment le contexte colonial surdétermine la relation entre population indigène et population européenne, pour reprendre les caractérisations d'époque. Alors là, effectivement, on reconnaît très précisément le quartier de Bellecour, où Camus a vécu toute son enfance, où il est régulièrement revenu chaque année pour voir sa mère jusqu'à sa mort précoce. Alors, ce faubourg s'étend sur près de 3 ou 4 kilomètres au sud de la ville, en bordure de la mer, et il a cette caractéristique d'organiser dans un urbanisme un petit peu incontrôlé de nombreux ateliers, usines, fabriques, ouvrières et des habitations. Et à ce titre, il représente le seul quartier de la ville où vivaient à la fois, sous dominante européenne, mais des Européens de diverses origines, et où beaucoup de Méditerranéens, dont ceux qui venaient de cette île, côtoyaient des indigènes, pour employer le vocabulaire de l'époque. Je dis côtoyer, hein, c'est-à-dire que ces deux populations partageaient le même quartier, voisins mais séparés, ou pour le dire autrement, séparés mais tout de même voisins. Et cela explique à la fois que ce soit de ce quartier-là, et non pas de la Casbah, que soit en décembre 1960 parties ces grandes manifestations largement spontanées de populations d'origine musulmane qui ont pour la première fois témoigné publiquement devant le monde entier que l'aspiration à l'indépendance n'était pas une lubie
inventé par quelques combattants militaires ou par des puissances extérieures, mais une profonde aspiration populaire. Mais c'est aussi dans ce quartier que, dans ces années 30, où Camus était militant algérois de la culture et du combat politique, se sont par exemple déroulés les premiers grands cortèges des grèves du Front populaire, où pour la première fois, des travailleurs d'origine musulmane se sont battus aux côtés, pour la première et pour la dernière fois peut-être, aux côtés d'ouvriers européens. Alors, c'est donc. Tu veux encore Non, une phrase. Oui, non, c'est donc en ce lieu précis qu'a été éprouvé individuellement et collectivement à la fois la séparation et ce très fragile côtoiement dans une expérience commune et dans une espérance commune de plus d'égalité des droits entre les deux populations. Donc il y a cette part de témoignage dont on voit qu'elle est extrêmement intéressante et Christian a développé justement ce qui faisait à la fois la possibilité de socialisation et en même temps les inéluctables séparations. Bon, donc il y a cette part de témoignage qui est très importante dans les textes de Camus. Mais ce qui est aussi possible, c'est d'en faire une lecture qui élargit le propos, qui dépasse le simple contexte colonial. Et d'ailleurs, quand on regarde bien dans le texte, Camus n'use pas de la dénomination de Bellecour, qui était justement le toponyme exact du quartier. Mais il parle du quartier pauvre, et même de l'île pauvre, comme s'il voulait inviter le lecteur à rapprocher cette situation très singulière qu'il a vécue, lui, de toute situation qui pourrait justement être véritablement rapprochée de façon assez intéressante. La tension qui est décrite entre des populations qui sont dans ce côtoiement qui n'est pas véritablement un croisement, donne à ressentir ce que nous-mêmes aujourd'hui pouvons éprouver lorsque vient justement s'imposer à nous, dans leur altérité, surtout si elle s'affirme de façon communautariste, l'irruption de l'autre dans notre environnement immédiat. Parce que dans le fond, ce qui est mis en scène à partir de cette situation coloniale, c'est la difficulté à faire socialité avec l'autre, surtout lorsqu'il entre dans une vraie proximité. C'est ce que Freud a décrit sous le phénomène de l'inquiétante étrangeté. C'est précisément parce qu'il y a de la familiarité que l'altérité apparaît inquiétante. Donc, il me semble, ce que décrit là Camus, dans cette perception mutuelle entre minorités européennes et masses colonisées, l'une à l'autre, à la fois, vous vous rappelez les mots du texte, proches, attirantes même, et pourtant séparées et inquiétantes. On a le sentiment que chaque communauté est destinée à vivre dans une sorte d'îlot, à l'intérieur de cette île que représente pourtant un quartier pauvre qui aurait dû niveler les situations. Cette cohabitation peut offrir quelques occasions d'échange, par exemple à l'école pour les enfants, sur les terrains de foot pour les garçons, pour les plus jeunes, dans les ateliers ou dans les autres lieux de travail pour les adultes, mais elle ne lève pas ce qui est en profondeur installé, suspicion, peur croisée. Et ces méfiances s'enquistent d'autant plus qu'elles ne sont pas purgées par un dialogue où chacun puisse reconnaître à l'autre son droit à la parole. L'affrontement, c'est ça qui est intéressant dans le texte, reste muet. Rien n'est dit, dans le fond, de ces peurs éprouvées. Les corps parlent peut-être, mais silencieusement, témoignant juste d'un déni instinctif de l'autre qui fait qu'on interprète son irruption comme une menace. Ce qui reste caractéristique, c'est que les visages sont fermés et donc la relation tout à fait aveuglée. Et dans le flux non canalisé de l'écriture, de ce qui était, je vous le rappelle encore une fois, un brouillon, il me semble que se confirme ou se motive ce que le titre annonçait. Il y a une part d'obscurité en chacun de nous
qui empêche de se comprendre soi-même et, de ce fait, ne dispose ni au dialogue, ni à la prise en compte spontanée et sereine de l'autre. À ce niveau-là, du passage que j'ai lu, le récit en reste à une appréhension affective un peu confuse, celle d'un enfant. Le texte suggère tout au plus que ce fond d'obscurité relève du pulsionnel, et on voit que pour Camus, les tropismes primaires se doivent d'être surmontés par l'éducation, ce que le texte appelait d'une façon pudique ou générale et programmatique, laissant ouverte justement ce qu'on pourrait remplir par ce mot. Il disait les mœurs doivent contrôler ou lutter contre ces tropismes primaires, lutter contre la barbare loi du plus fort. Alors, en ce qui les témoignages d'une situation historique précise, mais Martine a raison de rappeler que sa symbolisation prend une portée plus générale, plus universelle. En tout cas, ce passage témoigne de façon très crue de la difficulté constitutive du rapport à l'autre dans l'Algérie coloniale. Mais je voudrais attirer l'attention, écarter un malentendu dont l'écrivain est souvent victime dans les lectures politistes hâtives dont ces textes de fiction sont souvent l'objet. C'est une fiction et ce récit est en même temps largement autobiographique, comme Anne nous l'a bien rappelé hier. Il se nourrit du rapport, de l'expérience fondatrice, des expériences fondatrices, tant du rapport à la splendeur du monde qu'à la dureté de l'existence sociale dans cette Algérie-là, où les pauvres sont pauvres parmi les bien plus pauvres, qui, eux, sont privés de leur plus élémentaire dignité. Mais le malentendu à ne pas faire, c'est qu'il s'agit tout de même d'une fiction. Et cela signifie qu'il ne faut en rien chercher dans cette description du rapport à l'autre l'analyse que le Camus qui écrit dans les années 50. À la fin des années 50 pouvait se faire lui-même alors de la réalité sociale et individuelle des Algériens de son temps. Le texte, d'ailleurs, il faut l'observer, parle d'abord à la troisième personne de ce Jacques Cormery, qui est peut-être un double de lui-même, mais on passe très vite, d'abord c'est ce Jacques enfant, les représentations de ce Jacques enfant, et on passe très vite, Jacques percevait, dit le texte, et on passe très vite à un espèce de on, indéfini et collectif, et au fond ce texte ne veut que restituer à travers ce qu'un enfant européen de la classe pauvre des années 20 pouvait en recevoir sans nécessairement le comprendre ni le partager, la somme des peurs et préjugés ethniques que l'opinion commune de la plupart des Européens de l'Algérie d'alors pouvait se faire de la masse décolonisée. Et il fallait précisément à l'écrivain 20 ans plus tard ou un peu plus être hautement conscient de ce qu'une telle opinion pouvait comporter d'aveuglement et de déni pour non pas la reprendre à son compte en la couchant par l'écriture, mais au contraire la résumer avec une telle exactitude psychosociale. De ce point de vue-là, il y a dans l'écriture même une distance critique qui s'instaure et qu'il ne faut pas ignorer. Je vous propose pour ma part d'écouter un passage qui constitue la scène centrale de l'une des nouvelles de l'Exil et le Royaume, qui s'intitule très significativement « L'hôte ». Cette fois, le récit dépeint le face-à-face d'un instituteur des hauts plateaux algériens, Daru, et l'on a pu souligner, peut-être abusivement, les assonances que ce simple patronyme pouvait avoir avec le nom de Camus lui-même, et d'un arabe, non pas désigné
par ce seul terme, parce que l'écrivain lui dénierait toute individualité jusqu'à lui refuser un nom, mais parce que c'est le statut d'anonymat dans lequel le tenait l'autorité coloniale. Cet arabe, donc, est l'auteur d'un meurtre familial assez cruel, et Daru a été chargé contre son gré, parce que cette tâche le répugne, de le convoyer vers les autorités pour qu'il subisse le châtiment qui l'attend. Et cet instituteur doit pour un soir garder chez lui celui qu'on lui a ainsi confié. Je lis. Quand il tendit le verre de thé au prisonnier, Daru hésita devant ses mains liées. Mais, posant le verre sur le sol, il s'était agenouillé près de l'arabe. Celui-ci, sans rien dire, le regardait faire de ses yeux fiévreux. Les mains libres, il frotta l'un contre l'autre ses poignets gonflés, prit le verre de thé et aspira le liquide brûlant à petites gorgées rapides. J'explique ce début et puis je reprends la lecture. C'est une scène toute silencieuse qui ne se joue qu'entre le geste et le regard, une scène presque christique où le gardien s'agenouille devant le captif, le maître ou le représentant du maître devant l'esclave. Et cette scène très symbolique renvoie à un fait divers précis qui remonte aux années 30 et qui avait pris un tour assez scandaleux dont Camus avait rendu compte comme jeune journaliste à Alger républicain, où de fait l'auteur d'un délit assez commun avait été contraint de parcourir 70 km à pied, attaché par une corde au cheval du gendarme qui le convoyait. Et c'est ainsi que l'arabe, sans parcourir une telle distance, le matin ou dans la journée, avait été remis à Daru, les mains liées à cette monture. Alors, la scène se poursuit. « Tu as faim » ? « Oui, dit le prisonnier. » Daru installa 2 couverts. Il prit de la farine et de l'huile, pétrit dans un plat une galette et alluma le petit fourneau à gaz. Quand la galette fut cuite, il la mit à refroidir sur le rebord de la fenêtre, fit chauffer du lait condensé étendu d'eau et, pour finir, battit les œufs en omelette. Il donna de la lumière et servit l'arabe. « Mange, dit-il. » L'autre prit un morceau de galette, le porta vivement à sa bouche et s'arrêta. « Et toi, dit-il, après toi, je mangerai aussi. » Les grosses lèvres s'ouvrirent un peu, l'arabe hésita, puis il mordit résolument dans la galette. Le repas fini, l'arabe regardait l'instituteur. « C'est toi le juge ? » ?»« Non, je te garde jusqu'à demain. »« Pourquoi tu manges avec moi ? » ?»« J'ai faim. » L'autre se tut. Daru se leva et sortit. Il ramena un lit de camp de l'appentis, l'étendit entre la table et le poêle, perpendiculairement à son propre lit. D'une grande valise, qui debout dans un coin servait d'étagère à dossier, il tira 2 couvertures qu'il disposa sur le lit de camp. Puis il s'arrêta, se sentit oisif, s'assit sur son lit. Il n'y avait plus rien à faire ni à préparer. Il fallait regarder cet homme. Alors, pour évoquer la suite du récit, je peux résumer en disant que le lendemain matin, Daru ne peut se résoudre ni à conduire le captif qu'on lui a confié jusqu'au poste de police, ni non plus à trahir tout à fait la mission qui lui a été confiée par les siens. Et donc, il laisse son prisonnier à la croisée des chemins en lui indiquant les 2 routes possibles. Mais, par erreur ou par choix, on ne sait, le récit n'en dit rien, l'homme prend le chemin qui va vers la ville et donc l'amène à la prison. Et il se détourne donc du chemin qui l'aurait conduit vers des nomades qui, lui avaient bien signifié Daru, l'auraient accueilli sans poser aucune question. Si bien que l'instituteur non seulement ne sauve pas le prisonnier, mais il se retrouve lui-même doublement condamné.
par les siens, pour avoir failli au devoir qu'on lui avait demandé d'accomplir, et par les indigènes, qui, en son absence, ont écrit sur le tableau de sa classe ce qu'ils voient au retour. Je cite, « Tu as livré notre frère, tu paieras ». Et donc Daru comprend ce qu'il attend désormais, et c'est la phrase de clôture de la nouvelle. Dans ce vaste pays qu'il avait tant aimé, il était seul. Alors, ce constat terrible d'échec est d'autant plus radical que l'autre, contrairement à ce qui est très souvent écrit, y compris par des camusiens émérites, ce récit ne se réfère pas aux horreurs de la guerre, et plus précisément de cette guerre-là, propre à la période 54-1962. La guerre est bien évidemment ce qui détruit le plus en masse de vie humaine, et elle porte atteinte, au-delà même de la vie, à l'humanité même de l'espèce. Et cette guerre-là, qui a été l'un des conflits coloniaux de décolonisation les plus longs et les plus violents, a atteint d'autant plus l'humanité même des participants qu'elle n'était pas reconnue comme une guerre, elle était vécue d'un côté comme un combat légitime pour retrouver sa terre, dont il avait été exproprié par la colonisation, et de l'autre comme une simple opération de maintien de l'ordre, et de ce fait même, elle a pu s'émanciper de ces quelques lois que la communauté internationale a pu tenter de mettre à l'épreuve des drames du siècle passé à l'exercice de la guerre. Donc elle a ajouté à la tuerie une violence sans contrôle, prenant les formes de la torture, des attentats et de tout ce que vous savez. Et il y a à cet égard une sorte d'erreur chronologique ou de faux sens jusque dans le dernier et très beau film, très belle adaptation qui a pu être donnée de cette nouvelle par David Holofen sous le titre « Loin des hommes », qui a l'immense mérite d'incarner avec une grande force le face-à-face impossible de ces deux hommes, mais qui, très curieusement, dans toute sa deuxième partie, et qui est longue, nous propose une sorte de remake, oui, ou d'erreur chronologique, d'avoir 20 ans dans les Aurès, ce film très important de René Vauthier, filmé en 1972, et qui, à partir d'un récit réel, montre un jeune appelé parachutiste qui, loin d'exécuter le félaga, entre guillemets, qu'on lui avait confié, organise son évasion et rejoint avec lui l'armée de libération nationale. Et c'est là, c'est le déroulement qui nous est proposé à un récit qui, tout au contraire, se termine sur la séparation où chacun des deux hommes va vers un destin qui peut être la solitude. Non, il est important de dire que ce récit a été conçu avant l'entrée dans la guerre d'indépendance et qu'il symbolise non pas les horreurs de la guerre, même s'il les annonce et en donne par avance les sources, mais il symbolise le difficile ordinaire des relations entre les communautés dans les dernières années de l'Algérie française. Et en cela, bien plus qu'une indignation nécessaire, et dont Camus ne s'est pas, auquel Camus ne s'est pas soustrait devant l'inhumanité de la guerre, il exprime la conscience la plus vive de la finitude de la société coloniale elle-même, sous cette forme particulière dont Camus est le produit, et c'est le produit de la colonisation de peuplement. Colonisation de peuplement, c'est plus que ces fréquentes aventures de conquête où
des puissances venues du Nord ont, à la pointe des fusils ou des canons, planté leur drapeau dans tel et tel territoire et voulu y perpétuer leur souveraineté. Cela suppose que ce ne soient pas les armes à la main, mais poussés par la nécessité, qui pouvait être pour certains d'entre eux la répression politique et pour la plus grande partie d'entre eux la misère et le besoin, ce sont des populations successives qui sont venues, ont été invitées à venir sur cette terre qui n'était pas la leur, qui n'a jamais pu devenir la leur, et ils le savaient d'une certaine manière, n'avaient plus d'autres pays et s'y sont perpétués pour autant. Dans ce vaste pays qu'il avait tant aimé, il était seul. Et le drame que Camus symbolise ici dans toutes ses dimensions, c'est que ce n'est là qu'une histoire de malheur qui non seulement fait bien sûr d'abord le malheur des habitants de cette terre qui sont privés d'eux-mêmes et de la terre qui est la leur, mais elle fait le malheur de tous ceux qui y ont participé et qui, faute de pouvoir, c'est là que le titre du recueil fait plus que de symboliser tout le tragique et tout l'absurde de toute condition humaine, qui ne fait que côtoyer un royaume que l'on n'atteint jamais et renvoyer à la solitude et à l'exil. Là, ça prend une portée historique précise, c'est que ces générations successives d'Européens, et il faudrait dire principalement de Méditerranéens, venus de tout le pourtour, y compris de ceux qu'on appelait en Algérie les Mahonnais, et qui venaient de cette île, sont, faute de pouvoir sur cette terre qui n'est pas la leur et dont ils n'ont pas la maîtrise, pour autant, faute de pouvoir y instaurer ce royaume qui aurait pu durer s'il s'était fondé sur une fraternité réelle et consentie, ne peuvent aller que d'exil en exil, sont coupés d'eux-mêmes, n'ont plus aucune terre qui soit vraiment la leur, doivent à chaque génération se réinventer comme s'ils étaient les premiers hommes, faute d'avoir ce rapport à une identité dans lequel ils se reconnaissent, et sont des exilés permanents. Camus, comme cela nous a été raconté, n'ignorant pas en 1958, lorsqu'il écrit sa préface à l'envers et l'endroit, que ce qui l'attend, c'est déjà un autre et définitif exil. Alors, cette impasse telle que l'a décrit Camus dans l'Hôte est d'autant plus tragique que chacun y éprouve l'impossibilité de vraiment surmonter, dans une double acceptation de l'autre et par l'autre, la barrière collective de cette inégalité, de cette illégitimité coloniale. Ainsi, dès cette scène évangélique d'hospitalité, le dialogue, notez-le, se réduit à l'expression du plus fruste et du plus impérieux des besoins humains. La scène s'ouvre sur cette question de l'instituteur à l'arabe, « Tu as faim ?» et ce repas improvisé, pourtant partagé, se conclut sur « J'ai faim » que Daru applique à lui-même comme pour expliquer ce qui les réunit malgré tout pendant pendant ce moment. Mais par-delà le partage du thé et de la galette, tout sépare irréparablement ces deux hommes. D'un côté, Daru, aussi fruste que ce soit sa vie d'instituteur, a la sécurité matérielle, le savoir, il est porteur, même si c'est contre lui, du pouvoir de l'autorité.
de l'autre côté, l'arabe connaît la misère, l'ignorance, la soumission forcée. Et Daru se sent aussi étranger jusqu'au dégoût face à l'absurdité sanglante du crime de ce prisonnier, que celui-ci le reste à la loi qui n'est pas celle des siens et qui veut son châtiment. Aussi est-ce dans l'incompréhension que le captif reçoit ici jusqu'au premier geste élémentaire d'humanité dont il est l'objet. « Pourquoi tu manges avec moi ?» pose-t-il presque comme question, presque avec agressivité. Et cette impossibilité à s'entendre nous signale ce qui fait tant la nécessité que la difficulté constitutive de ce que l'on appelle dans les civilisations méditerranéennes et que les trois religions monothéistes qui y sont nées appellent le devoir d'hospitalité. Ceci est souvent souligné au sujet du titre de ce récit, l'hôte. La langue française désigne par ce seul et même mot à la fois celui qui reçoit et celui qui est reçu. L'on ne sait donc pas, mais cette indécision fait sens, si la nouvelle prend pour sujet le captif, oui, ou celui qui en assure la garde, ou s'il vise alternativement l'un et l'autre, ou simplement la relation, aussi difficile soit-elle, qui s'établit provisoirement entre eux. Alors, cette étrange bisémie du terme « l'hôte », vous savez que le français l'a conservé du mot latin « hospes », alors que d'autres langues latines ont voulu distinguer chacun de ces deux rôles. L'italien pouvant différencier, tout en ayant cette même, on va voir. Cette si même bisémie, mais c'est pareil aussi. Oui, mais en même temps, en italien, si j'ai bien compris. Il y a deux mots tout de même, non? Il y a l'ospitante et l'ospitato. Bon, avec la même racine, non? Hospite peut signifier l'un et l'autre. Oui, l'autre oui, aussi. absolument. Normalement, est la personne qui est reçue. Oui. Oui. Mais on peut employer aussi de l'autre façon. Voilà. Donc, il y a une c'est le situation latin qui un peu. En revanche, l'espagnol, mais je m'avance et vous me corrigerez, me semble vouloir, même si l'usage est peut-être un peu différent, opposer ou distinguer l'amphitryon et huésped ou invitado. Et le catalan, amphitrio et convidat. Oui, oui, vas-y, Christian. Je regarde l'heure, je m'inquiète, oui. C'est tout. Comme le traducteur anglais, les traducteurs de ces deux langues sont devant un choix impossible. Il me semble qu'ils l'ont tranché en faisant de l'arabe, du colonisé, du captif, le sujet de la nouvelle, le titre de la nouvelle. Ce qui est assez paradoxal, puisque vous l'avez vu dans la lecture, le premier mot de la nouvelle, c'est l'instituteur, et le dernier, c'est « il était seul ». Donc, sans lui donner le rôle principal, c'est en tout cas très largement de son point de vue et du drame qu'il vit lui-même. Oui, tout le récit est focalisé sur l'instituteur. Voilà. Mais le choix inverse était aussi illégitime. Oui, alors, il y a cette ambiguïté du mot « hôte », hérité du latin. Il y a même encore une autre possibilité d'ambiguïté que nous avons héritée du latin, puisque c'est le même noyau sémantique qu'on trouve dans le latin « hostis » ou encore dans « hostia », qui a donné l'hostie, qui se retrouve dans le rituel religieux et qui, dans le sens premier, hostia, désignait la victime d'un sacrifice sanglant. C'est-à-dire qu'en fait, si on remonte justement au premier noyau sémantique, on voit bien qu'entre les termes hospes, l'hôte, et hostis, l'ennemi, il y a possibilité de croisement, de convergence pour désigner l'étranger, celui que l'on accueille comme celui que l'on combat. C'est assez étrange. Donc hospes, hostis, hostia, l'hôte, l'ennemi, la victime. Les miroitements de la langue française et du latin montrent bien que l'hospitalité côtoie donc toujours l'hostilité.
ce qui répond à la fragilité constitutive de cette relation humaine elle-même, où le risque n'est jamais écarté d'un retour hostile à l'étrangérité première séparant les deux participants. L'hospitalité comme le dialogue est un rapport dual entre deux sujets, et chacun y est bien l'hôte de son hôte. Mais si le dialogue présuppose un accès égalitaire de chaque locuteur à la parole, l'hospitalité est par nature une relation d'asymétrie, de disparité. L'un se doit d'accueillir, l'autre accepte ce geste ou est contraint de le faire par la nécessité ou s'y soustrait. L'un est dans le besoin, l'autre a les moyens d'y pourvoir. L'un est d'ici, l'autre vient d'ailleurs, géographiquement ou socialement. Alors nous comprenons pourquoi cette relation difficile à l'altérité ne peut que se jouer douloureusement entre les deux protagonistes de l'hôte. Oui, la disparité, la dissymétrie qui sont constitutives de la relation d'hospitalité, elle s'est imposée d'ailleurs dès le début du récit, lorsque, Christian l'a rappelé, l'instituteur voit arriver à lui le gendarme sur son cheval, tirant par une corde le prisonnier. L'un était à cheval, l'autre à pied, dit le texte. Et Daru, l'écrivain y insistait aussi, était tout à fait conscient que malgré la simplicité extrême de son installation, il vivait dans cette école comme un seigneur, il se sentait en tout cas comme tel, avec les murs crépis, le divan étroit, les étagères de bois blanc, le puits et surtout le ravitaillement hebdomadaire en eau et en nourriture qui sont loin de constituer justement les biens des indigènes du village. Donc, cet échange dans l'inégalité que l'on voit dans l'hôte est clairement mis en lumière, mais l'hospitalité, c'est aussi une relation où le partage des rôles peut s'avérer réversible. Et justement, en pays de colonisation, on peut se demander si cette situation symbolique ne prête pas à questionnement, qui pouvait en fait légitimement se dire d'ici. Colonisateur et colonisé n'était-il pas, alternativement, celui qui héberge l'autre? L'un parce qu'il avait pris racine, 150 ans d'installation des Français en Algérie, l'un parce qu'il avait pris racine et disposait, ne fût-ce que modestement, comme la famille de Camus, d'une autorité symbolique sur les personnes et les biens, et l'autre parce que même exproprié, c'est sur sa terre de toujours que les Français s'étaient installés, que l'autre vivait. Germaine Tillon, l'ethnologue Germaine Tillon, avait une expression tout à fait remarquable. Elle disait « il y a là des ennemis complémentaires ». Elle désignait par là cette situation dans laquelle le maître va d'autant plus s'arc-bouter sur sa position qu'il n'ignore pas que sa légitimité peut à tout moment et légitimement être mise en cause. Ainsi, Daru, né dans ce pays cruel à vivre, dit le texte, et qui partout ailleurs se sentirait exilé, s'inquiète auprès du gendarme qui lui amène cet homme lié par la corde. Il est contre nous. On voit bien que même si la guerre n'a pas véritablement commencé, on en sent les prémices. Le gendarme répond « Je ne crois pas ». Je vous rappelle que cet homme avait commis un crime familial. « Je ne crois pas », répond le gendarme, mais on ne peut jamais savoir. On revient à cette méfiance instinctive dont je parlais au début. Oui, hospes hostis. L'hospitalité reste en effet toujours traversée, menacée par une part irréductible de défiance de l'autre qui à tout moment peut faire retour, par le risque ou le soupçon que l'hostilité prévale. Et on le voit bien là, s'il est attentif à pourvoir aux besoins immédiats de son prisonnier, Daru ne peut pas totalement surmonter la colère subite, dit le texte, que lui inspire le crime de son prisonnier, non seulement contre cet homme, mais contre tous les hommes, il veut dire contre tous les hommes de sa communauté, et leur sale méchanceté, leur haine inlassable, leur folie du sang. Et quand, en retour, il l'interroge sur les raisons de son acte, lui demande s'il le regrette, son interlocuteur, je cite, le regarde bouche ouverte
visiblement, il ne comprend pas. C'est que plus fondamentalement, l'insurmontable inégalité de leur position ethnique et sociale dans l'Algérie d'alors condamne par force les deux hommes au malentendu et à l'échec, sans que le partage tout matériel d'un moment d'existence suffise à ouvrir à une vraie acceptation mutuelle. En cela, le texte nous invitera à reconnaître toutes les tensions contradictoires dont l'exercice de ce vieux devoir d'hospitalité reste traversé dans un monde qui, nous l'avons vu à plus d'un demi-siècle de distance, n'a toujours pas surmonté les violences qu'ont requises les décolonisations. Mais il rappelle aussi à ceux qui se soucient d'un dialogue et qu'un dialogue puisse s'y instaurer, s'y restaurer, combien ce devoir en constitue la nécessité première. Alors, j'insiste sur le fait que par-delà le contexte colonial tout à fait prévalent, même dans le récit que constitue l'hôte et que vient d'évoquer Christian, une autre lecture peut se faire qui élargit à une interprétation atemporelle. D'ailleurs, Camus avait hésité sur plusieurs titres, dont un, Caïn, invitait à justement une lecture mythique, atemporelle, universelle. Je voudrais dire aussi que ce récit peut, en tout cas pour moi, fait écho à d'autres œuvres de Camus qui illustrent le tragique de la condition humaine. Je pense en particulier à la pièce de théâtre qu'il a intitulée Le Malentendu. Alors c'est une pièce bien antérieure au texte des années 50. Elle a été jouée et éditée en 1944. Dans cette pièce qui s'appelle Le Malentendu, une aubergiste et sa fille assassinent un hôte qui a fait étape dans leur établissement parce qu'elles ne le reconnaissent pas pour leur fils et leur frère, qui revient comme un fils prodigue après des années d'exil et qui ne s'est pas présenté immédiatement pour leur faire une surprise. Et elles le tuent sans le reconnaître parce qu'en fait, elles ne le regardent pas, toutes dans leur hâte à le dépouiller. Donc, si on rapproche cette première pièce tragique et sombre avec l'histoire de l'hôte, telle que nous avons essayé de vous la présenter, on voit bien que là aussi, il y a du tragique. L'hôte commence sur un crime effectué, sur une exécution qui est annoncée, mais quelque chose se passe dans ce laps de temps où, justement, le prisonnier est amené auprès de Daru qui l'héberge. Quelque chose se passe du fait de l'attention dont Daru est obligé de faire preuve à celui que jusque-là, il ne regardait pas. Et donc, la différence essentielle entre les deux textes est dans ce regard qui a été forcé, sans doute, justement, qui va au-delà des séparations habituelles du monde colonial et qui fait que l'autre, tout d'un coup, acquiert une humanité. Donc, avant même d'évoquer la situation actuelle à laquelle on va arriver, si on a le temps, parce qu'on a déjà beaucoup parlé, je voudrais revenir à celle qui a inspiré le premier homme. Si on poursuit la lecture de cette œuvre, au-delà des pages dont j'ai parlé au début et qui abordaient l'âge de l'enfance, il faut aller dans les notes programmatiques, dans justement la partie de l'œuvre que Camus n'a pas eu le temps de rédiger, mais qu'il avait bien entendu l'intention de rédiger, pour évoquer l'âge adulte de Jacques Cormery. Et là, il essaie d'envisager justement une relation qui irait même un peu plus loin que celle de l'hôte, une relation d'amitié se nouant entre un Européen et un indigène. C'est le lien d'amitié qui peut justement avoir été noué entre Jacques et un alter ego qui s'appelle Sadoc, un joli nom arabe qui signifie sage, qui, même réduit à quelques traits justement d'ébauche, peut condenser certainement en lui bien des compagnons et même des amis que Camus avait eus dans la population indigène. Et donc, vous voyez bien que là, la situation qui est mise en représentation dans le texte va un peu plus loin encore que l'autre et est expliquée par un vrai partage, en tout cas une formation intellectuelle similaire, le texte disant de Sadoc qu'il était francisé. Donc il y avait partage
Oui. de référence et de valeur. Alors, Agnès a été l'une des premières, je crois, à attirer l'attention sur l'importance de ces quelques éléments de dialogue entre Jacques et Sadoc, qui se trouvent effectivement sous forme de fragments dans les annexes du roman, ou du projet de roman. Alors, l'un de ces échanges est particulièrement intéressant parce qu'il remonte, il met les deux hommes en scène dès le milieu des années 30, où l'on comprend qu'ils ont partagé brièvement une même expérience, première expérience politique, qui est bien celle que Camus lui-même a pu connaître en 1935, lorsque brièvement il adhère au Parti communiste qui deviendra PCA, puis s'en fait exclure avec une très grande violence 2 ans plus tard, pour avoir simplement refusé de se solidariser avec la répression dont sont alors victimes les premiers militants indépendantistes de l'Étoile nord-africaine et du Parti du peuple algérien. Alors, Sadoc pense que Camus a suivi les directives du parti. Les directives du Parti communiste qui, au fond, a soutenu cette répression, et s'en étonne, il voit une trahison, et Camus s'en explique avec lui, en des termes d'ailleurs d'une rare exactitude historico-politique, lui rappelant qu'il avait de ce fait même rompu avec l'appareil du parti, au nom simplement des exigences les plus élémentaires de la solidarité, du respect de l'autre et de la diversité des opinions. Alors, ça c'est une première étape, et les deux hommes se retrouvent 20 ans plus tard, où la conscience nationaliste qui s'était dès cette époque éveillée chez Sadoc le conduit à adhérer au FLN et à accepter les méthodes qui sont les siennes. Jacques, à l'instar de Camus lui-même, quoique anticolonialiste convaincu, condamnant de son côté tout recours, de quelque côté qu'il vienne d'ailleurs, aux attentats aveugles pouvant frapper des civils. C'est donc une opposition à la fois éthique et politique qui va mettre à l'épreuve leur amitié. Et la divergence politique est cependant dans un premier temps surmontée. Ce qui prime, c'est encore la vertu de l'hospitalité qui transcende toute autre loi, toute autre divergence, et assure sans condition à celui qui se trouve en péril un abri salvateur. Oui, on peut voir justement dans ces notes une ébauche de scène. Alors, je ne vais pas surinterpréter ce qui était un brouillon, mais tout de même, je vais vous lire et ensuite essayer de voir avec vous ce que l'on peut lire véritablement dans ce petit passage. On voit que c'est à l'état de note. Dernière conversation avec Sadoc, quand Jacques est déjà contre le terrorisme. Mais il accueille Sadoc, le droit d'asile étant sacré, chez sa mère. Leur conversation a lieu devant la mère. À la fin, « Regarde », dit Jacques en montrant sa mère. Sadoc se lève, va vers la mère, la main sur le cœur, pour embrasser sa mère en s'inclinant à l'arabe. Or, Jacques ne lui avait jamais vu faire ce geste, car il était francisé. « Elle est ma mère, dit-il. La mienne est morte. Je l'aime et la respecte comme si elle était ma mère. » Donc ça, c'est déjà intéressant. Et ce qui est aussi remarquable dans ces notes, on est dans l'atelier de l'écrivain, c'est qu'il y a une marge en regard de cette petite ébauche de scène, phrase entre parenthèses, « Elle est tombée à cause d'un attentat, elle est mal », a ajouté Camus. C'est-à-dire qu'il avait prévu de mettre en regard, justement, cette scène de fraternité malgré les divergences politiques, avec ce qui va conduire à l'éclatement de cette relation qui avait, dans un premier temps, résisté, et qui est liée à la violence s'exerçant sur les civils, et qui pouvait justement porter atteinte aussi bien à la mère de Camus, dont Anne nous a rappelé combien elle était à la fois importante pour l'écrivain et combien à ses yeux elle était devenue, dans la sublimation littéraire, le symbole même, l'emblème
de la population, de ces petits blancs qui se trouvaient eux aussi d'une certaine façon victimes de la situation. Et on voit que ce passage peut éclairer l'objet de cette phrase qu'on a si souvent reprochée à Camus lorsque, à Stockholm, interrogé par un étudiant algérien, il s'est risqué à cette réponse que je veux vous redonner dans sa version littérale parce que on cite trop souvent la phrase de façon tronquée, ce qui, justement, la fausse terriblement. Donc je vous lis les propos de Camus à Stockholm en 1957, lorsque l'étudiant algérien l'interroge sur sa possibilité de ralliement ou non à la cause du FLN luttant pour l'indépendance avec les armes et les procédés qu'il a choisi d'avoir. Réponse de Camus à ce moment-là, faisant écho au passage du premier homme qu'il voulait justement étayer par un développement littéraire. Propos de Camus en 1957. « J'ai toujours condamné la terreur. Je dois condamner aussi un terrorisme qui s'exerce aveuglément dans les rues d'Alger, par exemple, et qui un jour peut frapper ma mère ou ma famille. Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. » Vous voyez bien, que faut-il penser de cette phrase, qui est tout à fait importante vu tout le contexte historique qu'on a déployé. L'écrivain condamne la violence pouvant porter atteinte à des civils comme sa mère, fût-ce au nom d'une cause juste. Alors, on peut critiquer, on peut argumenter pour opposer justement un autre point de vue, mais il faut reconnaître à l'écrivain cette logique-là et cette seule logique. Défense de l'homme pris dans sa valeur d'homme. Que symbolise la mère? On a vu pourquoi. Elle est l'innocence incarnée. Donc, à ses yeux, il faut privilégier l'humain, même si il y a en face la possibilité que soit brandi l'argument de la justice universelle ou générique. Donc, dans ce projet de scène du premier homme, on voit que les mots sont importants et les gestes, du coup, suivent. Les corps parlent autrement que dans la première scène que je vous ai lue. On devine que Jacques, on voit bien qu'il y a de la dramaturgie dans cette scène, Jacques accueille à bras ouverts celui qui fuit la police parce qu'il est terroriste. Et ce qui est intéressant, c'est que Sadoc manifeste aussi à l'oriental, mais dans une sorte d'hybridité de civilité, l'affection qu'il porte à la mère de Jacques. Et donc, dans cette scène, il y a justement une sorte de créolisation, dirait un penseur comme Édouard Glissant, une sorte de convergence de l'un vers l'autre, créée par justement l'attention portée à l'autre et le partage de certaines valeurs. Et cela peut même dépasser le désaccord politique. Cela peut perdurer malgré le désaccord politique, Jacques étant contre la violence, Sadoc approuvant ces méthodes lorsque la nécessité le veut. Mais bien sûr, quand on va un peu plus loin dans les notes, on voit que Camus ne reste pas toujours sur cette position irénique et il y a des scénarios beaucoup moins optimistes. En particulier, dans d'autres scènes, l'amitié vole en éclats, la logique justement du conflit va séparer de façon irrémédiable les protagonistes et les rejeter dans des camps respectifs. Et la férocité du conflit algérien, au cours duquel l'écrivain essaie d'écrire cette œuvre ultime, atteint enfin effectivement un point de non-retour qui oblige à choisir un camp sans aucune possibilité de nuance. Il n'y a pas plus de place pour un indépendantiste non adepte de la violence pouvant frapper des civils que pour un progressiste qui serait prêt à comprendre la nécessité de ces méthodes. J'en veux pour preuve une autre ébauche, alors vraiment très très brève, très réduite à l'état de fragments, 2 phrases, 2 répliques. Première réplique, « Reste, ils te prendront ». On comprend manifestement que c'est Jacques qui parle pour offrir un refuge à Sadoc recherché par la police. Réponse de ce dernier, « C'est mieux », donc refus de l'hospitalité offerte. « C'est mieux, eux, je peux les haïr et je les rejoins dans la haine. Toi, tu es mon frère, mais nous sommes séparés. » Et donc, il y a là, vous le voyez bien, un pessimisme qui montre que, malgré
la part de chemin fait pour se rapprocher l'un de l'autre, malgré des années d'amitié et le partage de certains critères essentiels. La guerre peut, en un rien de temps, justement, mettre à mal tout cela. Une autre scène, ce sera la dernière que je vais vous lire, là aussi réduit à l'état de toute simple ébauche. Ça a l'air d'être anecdotique et c'est pourtant à mes yeux tout à fait révélateur. Pourquoi te marier ainsi, Sadoc? Dois-je me marier à la française ou autrement? Pourquoi te soumettre à une tradition que tu juges sotte et cruelle? Addition en marge, l'écrivain prévoit justement dans quel sens il va développer cette anecdote. Réponse, ou en tout cas phrase terrible de Sadoc, qui montre combien Camus peut, dans cette pensée dialogique, prêter parole et prêter attention à la parole de l'autre. Donc Sadoc est susceptible de dire « Les Français ont raison, mais leur raison nous opprime, et c'est pourquoi je choisis la folie arabe, la folie des opprimés. » Alors là, on est à un point de l'échange qui est celui du non-échange possible, où la parole ne peut plus prendre acte de part et d'autre que d'un refus de tout rapprochement culturel qui ménagerait au moins le partage de valeurs humaines élémentaires assurant l'égale liberté et dignité à tout être humain, homme ou femme en l'espèce, et d'un retour à une tradition brutale, celle du mariage arrangé, de la défloration ostentatoire, qui est contraire sans doute aux convictions profondes de Sadoc et à son rapport à la vie, mais qu'il s'impose car elle lui permet de faire culturellement bloc avec les siens. Le rapport entre les deux hommes bute donc sur ce point irréversible, ce point de non-retour. L'amitié vole en éclats, pouvant même se retourner en une haine d'autant plus forte que les deux hommes avaient pu tout un temps auparavant croire à un rapprochement et à un dialogue conduit dans l'égalité. Et si Camus égrène de façon aussi précise et puissante ces revirements successifs de leur relation, c'est qu'il a assisté, était lui-même parfois la victime, de l'irruption des passions haineuses. Non seulement il a essayé de ne pas y céder lui-même, mais a cherché par tous les moyens de les combattre sans être toujours entendu. Alors, 6 décennies après la fin d'un conflit de cette nature, le temps est-il venu de surmonter la difficulté du dialogue entre deux peuples qu'ont longuement lié la douloureuse histoire commune d'une Algérie française? Je ne m'attarderai pas ici aux turbulences actuelles de la relation d'État à État, tant les postures officielles en ce domaine recouvrent de connivences profondes de la réelle politique et pour chacun des États concernés d'objectifs de légitimation politique au regard en réalité des opinions internes. J'attirerai plutôt l'attention sur la crispation publique dont chacun de ces États est responsable, pour partie, qui se manifeste d'un côté comme de l'autre dans une conception défensive, en réalité, intégriste à sa manière, de ce qu'on appelle l'identité ou l'unité nationale. Sur l'une des rives, c'est le déni, et depuis plus d'un demi-siècle, de la diversité des parlers maternels ou de la liberté de croyance au nom d'une identité arabe postulée ou imposée, se voulant exclusive, et d'une très conservatrice religion d'État. De notre côté, nous ne faisons guère mieux. Lorsque l'on voit un État lancer publiquement le soupçon contre l'université d'un islamo-gauchisme dont elle se ferait le complice, ou agitant devant les populations à l'approche des élections le spectre du séparatisme,
voire d'une invasion venue du Sud, en jetant la suspicion sur la très vaste population de citoyens d'origine musulmane, issus à travers plusieurs générations de notre passé de puissance colonisatrice, puis d'économie d'immigration. Ce sont des fermetures symétriques qui, ici comme là, ne signent guère que l'échec d'une nation à fonder sa véritable force, non pas sur l'unanimisme et l'exclusion, mais dans le dialogue démocratique, la solidarité sociale, propre à rassembler toutes les composantes d'une société plurielle. De cette impuissance partagée témoigne l'absurde tentative, d'un côté comme de l'autre, de stigmatiser la vaste population des binationaux vivant en France, qui constitue pourtant l'un des meilleurs vecteurs d'un vrai dialogue entre les cultures. Mais pour ne pas rester sur un constat aussi pessimiste, une dernière lecture des récits de Camus. Non, non. Ben oui. Vous arrêtez ? Bon. Alors, qu'est-ce que je vous dis ? Je voudrais juste vous dire une phrase qui, en deçà de l'échec final auquel succombe la brève relation entre Daru et son captif, on peut observer comment le simple partage forcé de sa chambre avec le captif impose contre son gré, dans une sorte d'irritation contre lui-même à Daru, une sorte de fraternité, celle-là même où, soldats ou prisonniers, les hommes contraints de dormir ensemble se rejoignent par-dessus leurs différences dans la vieille communauté du songe et de la fatigue. Oui, je sais que nous avons des philosophes dans l'assistance, donc on va leur laisser le soin d'évoquer des lignées philosophiques, mais nous voulions conclure, bon, il y avait d'autres développements bien entendu, sur le fait que Camus se rattache à cette lignée de philosophes comme Emmanuel Lévinas ou Jacques Derrida, qui ont pensé l'hospitalité à la fois de façon spéculative, mais aussi en montrant justement qu'elle pouvait être pensée à partir de situations concrètes. Derrida, quand il parle de l'hospitalité, il va même un peu au-delà de ce que Lévinas proposait. Lévinas disait il faut que l'autre acquiert un visage. Ça veut dire qu'il devienne un humain en face de l'humain que nous sommes. Et Derrida disait oui, il faut reconnaître l'humanité même dans l'autre qui est le plus opaque, même si, et surtout si, il n'a ni nom, ni véritablement possibilité de rapprochement avec nous. Camus est dans cette lignée-là, c'est-à-dire il pense le rapport à l'autre, non seulement en respectant l'étrangeté de l'autre. Vous voyez bien que ce prisonnier que Daru a laissé à la croisée des chemins, on ne sait pas quelle est sa motivation. Respect pour sa différence. Mais ce qui est important, c'est que quelque chose d'essentiel qui fait qu'ils se sont reconnus comme des hommes s'est déroulé. C'est cela qui est important, et je crois qu'il faut reconnaître à Camus la volonté qu'il a eue sans cesse d'illustrer justement sa pensée philosophique en la déployant dans divers registres, dans l'ordre de l'essai, mais aussi au théâtre, qui est le lieu de l'incarnation. C'est là où s'expriment des corps, dit Camus, qui mettent justement dans des incarnations des idées. Et c'est au sensible qu'il nous parle. Et c'est pour ça que ces textes, longtemps après, même s'ils sont déployés loin du contexte historique, résonnent encore en nous. Il y a une force, si vous voulez, de penser en dialogue. Ces textes attendent une réponse. Ils disent, dans le fond, voilà qui nous étions, voilà ce en quoi nous avons cru, et ils attendent en retour que nous disions, nous, voilà ce que nous attendons, voilà comment nous te voyons. Et je crois que c'est une invitation au dialogue. Et Camus pensait qu'au-delà de la philosophie, je défends ma discipline, la littérature a ce pouvoir de dialoguer, même lorsque le dialogue est historiquement dans l'impasse. C'est un dialogue différé. C'est cela que nous faisons. Nous relisons les textes en voyant comment ils nous obligent à dialoguer avec eux, à s'opposer à eux. Franck nous a rappelé l'importance de la note discordante, mais justement, ils obligent la pensée à entrer en mouvement et à reconnaître justement ce même droit à l'autre. Voilà, désolé, nous avons été un peu longs.
Merci beaucoup. Désolée d'avoir coupé la parole et le dialogue aussi dans cette recherche de générosité pour les autres. On doit forcer finalement cette coupure de dialogue, mais je crois que ce résumé final indique parfaitement le cheminement de votre dialogue, de ce que vous voulez nous proposer. Donc merci beaucoup encore à vous deux. Je vais laisser une petite pause pour préparer les autres intervenants. Et ne sortez pas trop, c'est juste une petite pause pour qu'on puisse préparer les autres intervenants. Voilà.